Alors, imaginez un instant que l'économie, c'est un peu comme le moteur d'une voiture. La grande question, c'est est-ce qu'on le laisse tourner tout seul en se disant qu'il va s'autoréguler, ou est-ce que de temps en temps, il faut ouvrir le capot et mettre les mains dans le cambouis pour le réparer? Eh bien, cette question, elle est au cœur d'un des plus grands débats en économie, celui qui oppose les classiques et les keynésiens. Et c'est tout sauf une question purement théorique. Donc, la question fondamentale, c'est ça. L'économie peut-elle se guérir toute seule? D'un côté, on a l'école de pensée qui dit « oui, absolument, le système est autorégulé ». Et de l'autre, ceux qui disent « attention, parfois il faut que l'État intervienne pour éviter une catastrophe ». Ce n'est vraiment pas qu'un débat d'experts dans leur tour d'ivoire. Non, non, les réponses à cette question, elles ont un impact direct sur les politiques économiques qui nous concernent au quotidien. Ok, alors pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord se demander si une économie peut vraiment s'autoréguler. Ensuite, on plongera dans la vision classique. Puis on verra comment la révolution keynésienne a tout bousculé. On parlera de la première tentative de synthèse, des nouveaux débats qui ont suivi, pour finir sur le cadre d'analyse qu'on utilise aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. Il faut savoir que pendant très très longtemps, il y avait une idée qui dominait toute la pensée économique. Et voilà, en gros, nos deux camps. D'un côté, la vision classique. Pour eux, le marché, c'est une sorte de machine parfaite qui s'autorégule. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas y toucher. Le fameux laisser-faire. Et de l'autre, la vision keynésienne, qui dit que non, le marché peut avoir des ratés, il peut tomber en panne, et dans ce cas, il faut une intervention pour le réparer. Bon, rentrons un peu dans le détail. C'est quoi exactement cette vision classique qui a vraiment régné en maître pendant plus d'un siècle? Alors, il faut avouer que la logique classique, elle est assez élégante. L'idée de base, c'est que les prix et les salaires sont totalement flexibles, ils s'ajustent tout seuls. Il y a aussi cette fameuse loi de Say qui dit que l'offre crée sa propre demande. En clair, ça veut dire que tout ce qui est produit trouvera forcément un acheteur. Et au milieu de tout ça, on a la fameuse main invisible d'Adam Smith qui guide les marchés vers un équilibre. La conclusion logique de tout ça, l'état naturel de l'économie, c'est le plein emploi, un monde en équilibre parfait. Ok, mais là, une question se pose, s'il y a toujours plein d'emplois, comment on explique le chômage? Eh bien, pour les classiques, la réponse est simple, si quelqu'un ne travaille pas, c'est un choix. C'est ce qu'ils appellent le chômage volontaire. Ça veut dire que la personne juge que le salaire proposé sur le marché est trop bas par rapport à ce qu'elle veut. Donc, le système en lui-même n'est pas en cause. S'il y a un problème, c'est à cause d'obstacles, comme un salaire minimum par exemple, qui empêchent les salaires de s'ajuster librement. Et puis, tout ce bel édifice théorique s'est effondré. On est dans les années 30, c'est la Grande Dépression, on a des millions de chômeurs, des usines à l'arrêt, la belle machine autorégulée est complètement cassée. Et c'est au milieu de ce chaos qu'un économiste britannique, John Maynard Keynes, va arriver et proposer une vision complètement, mais alors complètement différente. Pour Keynes, le raisonnement classique est à l'envers. Le problème, ce n'est pas l'offre. Les usines, elles sont là, les travailleurs aussi. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas assez de demande. Les gens et les entreprises n'achètent pas assez. Et le pire, selon lui, c'est qu'une économie peut rester bloquée comme ça, dans une sorte d'équilibre de sous-emploi pendant des années. Keynes, lui, il regarde la réalité et il dit « Attendez, contrairement à la théorie, dans la vraie vie, les salaires et les prix ne s'ajustent pas si facilement à la baisse. On dit qu'ils sont rigides. Et ça change tout. Ça veut dire que ce n'est plus l'offre qui est le moteur, mais bien la demande. Et la conséquence la plus choquante, c'est qu'une économie peut tout à fait trouver un équilibre, mais un équilibre avec un chômage de masse. Pour sortir de ce piège, il faut un coup de pouce extérieur, l'intervention de l'État. Et c'est là qu'il introduit un concept absolument fondamental, le chômage involontaire. Ici, les gens veulent travailler au salaire en vigueur, mais ils ne trouvent tout simplement pas d'emploi. Pourquoi? Parce que la demande globale est trop faible, donc les entreprises n'embauchent pas. Le problème n'est plus un choix individuel, c'est une défaillance du système, une défaillance du marché. Bon, nous voilà avec deux visions du monde qui semblent totalement irréconciliables. D'un côté les classiques, de l'autre Keynes. Logiquement, la génération d'économistes qui a suivi s'est demandé « est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de construire un pont entre ces deux mondes ?» C'est de cette question qu'est née la première grande tentative de synthèse, le fameux modèle ISLM. Alors, sans rentrer dans tous les détails techniques, l'idée c'était de créer un cadre unique en combinant l'analyse du marché des biens et services, d'inspiration keynésienne, avec l'analyse du marché de la monnaie, plus proche des classiques. Mais il y avait un mais et un gros. Pour que ce modèle fonctionne, il fallait accepter une hypothèse très forte et très keynésienne. On devait supposer que les prix étaient fixes, qu'ils ne bougeaient pas. C'était évidemment une limite énorme, et c'est ce qui a ouvert la porte à l'étape suivante de la pensée économique.
Justement, pour dépasser cette limite des prix fixes, les économistes ont développé un outil plus sophistiqué, le modèle qu'on appelle AS/AD pour Aggregate Supply et Aggregate Demand, c'est-à-dire l'offre et la demande agrégée. C'est vraiment le cadre de référence qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui parce qu'il permet enfin d'intégrer la variation des prix dans l'analyse. Et ce qui est fascinant avec ce modèle, c'est que tout le débat historique entre classiques et keynésiens peut se résumer à la forme d'une seule et unique courbe, la courbe d'offre agrégée, la fameuse courbe AS. C'est elle qui représente la relation entre le niveau général des prix et la quantité totale de biens que les entreprises sont prêtes à produire. Regardons ça de plus près. C'est la clé de tout. Pour un économiste classique, la courbe d'offre est parfaitement verticale. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'économie produit toujours à son maximum. Si on stimule la demande, ça ne changera pas la production, ça fera juste monter les prix. À l'opposé, pour un keynésien, la courbe est horizontale. Là, ça veut dire que les prix sont fixes. Si on stimule la demande, la production et l'emploi augmentent. Et enfin, la vision de synthèse propose une courbe qui monte. C'est un entre-deux. Une hausse de la demande augmente à la fois la production et les prix. Mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là. Le débat a continué, il a même été ravivé avec force dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment face à de nouveaux problèmes comme la stagflation des années 70. Cette situation, on a à la fois de l'inflation et du chômage. C'est là qu'on voit apparaître la nouvelle économie classique. Leur argument choc, c'est celui des anticipations rationnelles. En gros, ils disent « les gens voient venir les politiques du gouvernement et ils s'adaptent, ce qui rend ces politiques inefficaces ». La réponse n'a pas tardé, avec la nouvelle économie keynésienne. Eux, ils vont chercher à expliquer de façon très concrète pourquoi les prix et les salaires restent rigides, par exemple à cause des coûts liés au changement des étiquettes dans un magasin. Et cette citation le montre très bien, ce sont les difficultés bien réelles, comme un chômage qui s'incruste ou une croissance qui patine, qui forcent la théorie à évoluer. On voit bien que face à des problèmes que le marché ne semble pas pouvoir régler tout seul, eh bien les idées de Keynes retrouvent forcément une nouvelle pertinence. Ce qui nous amène à la question finale. Face à la prochaine crise économique, quelle approche adopter? Faut-il faire confiance au marché pour qu'il trouve lui-même la sortie, même si ça doit être très douloureux socialement? Ou, au contraire, faut-il que l'État intervienne massivement au risque de créer d'autres problèmes à plus long terme? Ce n'est pas juste de la théorie, c'est le dilemme permanent auquel sont confrontés les gouvernements et les choix qui sont faits, eh bien, ce sont eux qui dessinent le monde dans lequel on vit.